Beaucoup d'être avec nous ce matin pour ce webinaire Fortran, dont la thématique sera la cybersécurité, les tendances pour 2023 et nos prévisions. Je vais commencer par un petit tour de table et présenter les différentes personnes qui sont avec moi ce matin. Donc, je vais commencer par moi-même tout simplement. Donc, Julien Gouez, partner manager chez Fortra pour tous les pays concernant le sud de l'Europe et plus particulièrement les pays francophones. Et donc, j'ai avec moi Dalila. Bonjour Julien, bonjour à tous. Donc Dalia Benatia, directrice régionale Fortra, en charge des solutions de sensibilisation cybersécurité. Merci. Laurent. Bonjour, donc je suis Laurent Caleras, je suis pre-sales ingénieur chez Digital Guardian, qui est la société DLP de Fortra depuis 4-5 ans déjà. Merci Laurent. Bonjour à Et tous. enfin, Naufal. Merci. Bonjour à tous. Je suis Naufal Mzali. Donc, je suis Regional Sales Manager Afrique, Turquie et Proche-Orient chez Tripwire by Fortra. Donc, Tripwire, c'est le leader mondial sur la partie FIM et gestion d'intégrité des fichiers, gestion de la sécurité et de l'assessment. Merci. Super. Merci à vous. Bien, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas Fortra, je vais peut-être juste prendre quelques minutes pour vous présenter un petit peu qui nous sommes et quelles sont nos activités. Alors, pour ceux qui ont suivi les activités un petit peu, enfin les actualités un petit peu récentes, donc Fortra est le nouveau nom et la nouvelle identité de la société qui s'appelait jusqu'en décembre dernier Help Systems. Donc Help Systems, maintenant Fortra. Nous sommes un éditeur présent sur le marché du software depuis longtemps déjà. Ça fait fêter nos 40 ans d'existence l'année dernière. C'est une société, pour ceux qui connaissaient l'ancienne version Help Systems, était très liée historiquement à la plateforme IBM. On a travaillé pendant des années sur les technologies liées à la S400, l'IBMI, etc. Avec donc une diversification et une extension de nos activités et maintenant un très fort focus sur la partie cyber, d'où d'ailleurs le changement d'identité avec la volonté d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus proche de nos activités actuelles. Pour vous donner quelques chiffres, on est un petit peu plus de 3200 employés, je crois, maintenant dans le monde. On devrait avoir fini, on attend encore la confirmation des derniers chiffres de l'an passé, mais aux alentours de 800-850 millions de dollars de chiffre d'affaires, avec une présence qui se veut globale, avec des bureaux un petit peu partout, une forte présence historique en Amérique du Nord, mais aussi de plus en plus en Europe, avec des bureaux à Paris, avec des bureaux en Angleterre, en Allemagne, etc. Et une activité qui se renforce de manière générale un petit peu partout dans le monde, également en Asie. Au total, sur les différentes marques et produits que représente la gamme de Fortra, c'est aujourd'hui plus de 30 000 clients qui nous font confiance de par le monde. Si vous ne connaissiez pas forcément la marque Fortra en elle-même, peut-être seriez-vous un peu plus familiarisé avec certaines de nos marques ou de nos produits. Et voici quelques-unes des dernières acquisitions ou des derniers venus, je dirais, dans la grande famille de Fortra. Par exemple, effectivement, Laurent qui se présentait à l'instant, qui vient de la partie Digital Guardian, donc notre outil de DLP. On verra un petit peu plus tard qu'effectivement, on a un gros investissement de la marque sur tout ce qui est la protection de la donnée au sens large. Donc c'est vrai que cette partie-là prenait tout son sens dans cette gamme de produits de suite, on va dire, autour de la protection de la donnée. Ceux qui connaissent un petit peu, on avait déjà acquis des solutions de classification, des sujets très connexes juste l'année précédente avec des marques comme Titus et Bolden James. Terra Nova Security, donc qui est représenté aujourd'hui par Dalila, dans un domaine un petit peu différent, plus sur tout ce qui est la conscientisation et la mise en garde des employés sur la gestion des risques cyber, sur tout ce qui est prévention du phishing par exemple. Mais aussi des marques plus orientées dans l'offensive security comme Outflank qui viennent complémenter des marques comme Cobalt Strike par exemple. S'il y a des gens dans notre auditoire aujourd'hui qui sont un petit peu dans le monde du pen test ou du red teaming, ça peut être aussi des marques qui vous soient familières. Je ne peux pas insister beaucoup plus là-dessus, je vous laisserai revenir vers nous si vous avez des questions particulières sur l'une ou l'autre de nos activités et tout simplement vous rediriger vers notre site web. Vous verrez que, en gros, notre activité est aujourd'hui divisée en deux grands blocs, de grandes familles.
une partie plus orientée quelque part IT, automatisation. Alors c'est un petit peu l'ADN initial de notre organisation. Les premières années de Help System, c'est jusqu'à il y a encore un passé relativement récent, jusqu'à il y a 5-6 ans, avec une très forte activité donc autour de l'automatisation, avec des outils d'ordonnancement, des outils de supervision, des outils de RPA. Et tout ça, ce sont des technologies, alors que on continue à développer et à commercialiser, mais surtout aussi qu'on réutilise dans le domaine de la sécurité, qui est aujourd'hui clairement la principale axe de développement de la société, avec donc partie sécurité des données, sécurité de l'infra et sécurité offensive, mais aussi, comme je le disais, toutes ces technologies liées à l'automatisation qui sont fois fort utiles aussi dans le contexte de la cybersécurité, puisque un des problèmes que l'on fait face tous, c'est un petit peu le manque de ressources, et donc la possibilité d'avoir des technologies toujours plus automatisées, d'une certaine manière, viennent un petit peu compenser ces aspects-là. En termes d'offres, comme je le disais, il y a 3 grands blocs aujourd'hui dans notre offre de cybersécurité. Toute une partie de gestion de la sécurité des données, donc les problématiques de classification, de DLP, mais aussi de DRM, la partie aussi liée à la protection des plateformes de messagerie, dont la partie de Awareness fait également partie. Une forte partie également liée à la protection des infrastructures, avec la capacité à mener des tests de vulnérabilité, de l'outillage pour les pentesters ou les red teamers, comme je le disais. Et puis, en fonction un petit peu de ces offres-là, la capacité surtout à déployer ces solutions de manière un petit peu hétérogène en fonction des besoins de nos clients, finalement, soit des implémentations assez classiques on-prem avec une appropriation par nos clients de nos technologies, jusqu'à des offres SaaS, voire pour certains de nos produits en service managé, comme c'est le cas par exemple pour notre solution de DLP. Voilà, concernant, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, un petit ordre du jour pour la session. L'idée, c'est de faire tout d'abord peut-être un premier bilan assez bref sur les expériences qu'on a pu avoir au cours de l'année 2022. Puis ensuite, donc, de commencer à détailler les prévisions ou les tendances, en tout cas, que l'on voit se dégager en termes de cybersécurité pour l'année 2023 et de manière générale pour les prochains mois, en touchant particulièrement les notions d'activisme, les impacts de la géopolitique et de la situation actuelle, faire un petit focus sur les attaques plutôt ciblées. Nous aborderons également les aspects qui concernent les changements en termes de réglementation. Et un dernier sujet qui concernera la cyberassurance. On terminera tout simplement par une petite synthèse et on aura le temps, j'espère, en fin de session de prendre quelques-unes de vos questions. Bien. Pour commencer sur un bref bilan 2022 et avant de laisser la parole à mes différents collègues, je dirais que l'année 2022 se traduit principalement par, finalement, c'est la première année d'un certain retour à une nouvelle normalité, je dirais. C'est la première année complète post-Covid qui avait vu déjà donc, sur les précédentes années l'explosion du travail à distance avec aussi différents impacts autour de ces aspects-là. Sur l'année 2022, évidemment, le sujet principal en termes de sécurité et de cybersécurité a été l'impact de la guerre en Europe, de la guerre en Ukraine, qui, je dirais, au-delà de notre quotidien professionnel, a aussi eu comme première conséquence d'augmenter assez significativement la visibilité et la connaissance que peut avoir le grand public de ces sujets-là. C'est des choses qu'on a vu beaucoup plus diffusées dans la presse, pas spécialisée justement, la presse plutôt généraliste, sur les derniers mois. Donc c'est clairement le phénomène qui a eu le plus d'impact, l'activisme au sens hack, quelque chose qui s'est vraiment dégagé. Alors c'est pas quelque chose de nouveau en soi, hein, déjà juste peut-être redéfinir un petit peu le cyberactivisme ou le cyberactiviste. C'est l'utilisation de technologies de communication, de socialisation, donc des réseaux sociaux basés sur Internet, pour créer, opérer ou gérer toute forme d'activisme au sens large. Encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau.
on regarde un petit peu dans l'historique, déjà en 2015 par exemple, on retrouve des articles dans la revue Défense nationale par exemple qui parlaient de la multiplication des groupes de activistes, souvent liés à différents États, à l'époque la Syrie ou l'Iran, des groupes de mercenaires, c'est aussi les premiers groupes type Anonymous, etc. Donc c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau, mais par contre on a vraiment eu un regain d'activité au cours de cette année. Alors sans surprise, énormément d'activités et d'attaques liées à la guerre en Ukraine, avec de fortes interactions vers et de la Russie. De manière générale, si on regarde un petit peu les statistiques, on peut constater que les attaques de denial of services associées à des demandes de rançon, par exemple, c'est quelque chose qui a augmenté d'un facteur pratiquement de 70% par rapport à l'année 2021. Et peut-être un des éléments qui est intéressant aussi à souligner, c'est un petit peu la diversification des cibles. C'est quelque chose qu'on va reparler un petit peu plus en détail dès maintenant. Mais là encore, pour donner quelques statistiques, par exemple, le secteur Internet au sens large, les compagnies de télécommunications et le jeu en ligne sont top 1, 2, 3 parmi les cibles. Et là encore, avec des progressions qui sont significatives, avec des fois plus de 100% d'augmentation par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne les attaques ciblées, je vais peut-être passer la main. Je crois que Dalila, tu avais quelques éléments à nous partager sur ce sujet. Alors, effectivement, quelques éléments et surtout un retour sur peut-être notre contexte en France pour ramener effectivement ces attaques ciblées à des chiffres, hein, puisque on l'a constaté de manière générale depuis finalement la crise post-pandémique, une augmentation vraiment exponentielle des types d'attaques, hein, et avec une augmentation qui avoisinait les plus de 600%. Au niveau du contexte français, selon le baromètre du Césin, par exemple, en 2022, une entreprise sur deux a été victime d'une cyberattaque en France. Cela concernait de manière générale 69% des entreprises privées. 20% de ces attaques ont visé des collectivités territoriales et 11% de ces cyberattaques ont ciblé spécifiquement le secteur hospitalier, notamment donc avec les attaques des hôpitaux. Quand on descend un peu plus bas au niveau de notre tissu économique, au final, on le sait, 99% de notre tissu économique est représenté par des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. Et c'est là où on voit vraiment l'impact, puisque une entreprise sur deux, donc qui a été ciblée par ces cyberattaques, dépose le bilan suite à quelques mois à la suite de ça. Donc on voit vraiment que la menace, la cyberattaque a eu un impact donc sur notre tissu économique. On le ressent, comme je le disais, de manière poussée depuis l'année 2019, 2020, 2021 et 2022 plus précisément. Et on voit aussi qu'il y a une sophistication de ce type d'attaque avec justement les attaques ciblées qui vont viser la supply chain ou d'autres secteurs. Et donc voilà, ça rejoint vraiment ce constat global et je te repasse la main à ce niveau-là. Merci. Pour avancer un petit peu, il y avait un autre aspect que nous souhaitions aborder, qui est l'évolution du cadre normatif. On voit bien que c'est pas quelque chose qui est en train de se réduire, sinon tout au contraire, de nouvelles lois, de nouvelles réglementations, de nouvelles normes qui apparaissent régulièrement. Peut-être à titre un petit peu de commentaire personnel, un point concernant, je dirais, le cadre européen. On est un pays où il est toujours bon ton de critiquer ou d'avoir une vision assez critique sur ce que proposent nos institutions européennes. On pourrait quand même souligner que le GDPR, par exemple, a été un vrai succès. C'est quelque chose qui a été lancé à notre échelle et qui maintenant est largement copié et redéployé dans différents pays de par le monde. Donc il y a quand même un certain nombre d'aspects positifs à ce niveau-là. Naoufal, je crois que tu voulais nous exposer quelques points à ce sujet.
Effectivement, donc je dirais, mais juste pour compléter, Julien, en fait, le volet réglementation, en fait, c'est une conséquence de tous ces points-là qu'on vient de discuter. Et donc, vu le nombre de cyberattaques qui a vraiment explosé, donc d'où la mise en place de nouvelles lois pour mieux en fait mettre en place un cadre juridique dans ce volet-là. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de nouvelles lois qui ont été mises en place pour renforcer la cybersécurité. J'en ai en bref, on va les détailler vers la suite. Donc, il y a la loi SACA pour le renforcement de la loi américaine sur la cybersécurité. Il y a la loi aussi pour tout ce qui est résilience des opérations numériques de l'Union européenne dans le secteur financier. C'est la loi DORA. Il y a aussi la Cyber Resilience Act qui a été présentée par la Commission européenne septembre dernier. On trouve aussi la Network and Information Security. C'est une nouvelle directive qui a été adoptée par le Parlement européen. Donc on va vers la suite, durant la présentation, on va détailler plus ces lois et c'est quoi leur rôle et c'est quoi l'objectif derrière ces lois. D'accord? Merci. Ouais, ok, merci. Effectivement, je pense que ce sera intéressant parce qu'on constate donc, effectivement que l'écosystème grandit considérablement. Je pense que ça va poser aussi des questions en termes de hiérarchisation et de savoir exactement les éventuels mêmes conflits qu'il pourrait y avoir entre réglementation régionale, des systèmes beaucoup plus globaux et comment on va réussir à articuler ça et comment faire finalement au niveau des entreprises pour absorber ces réglementations et obtenir un cadre de fonctionnement qui soit finalement cohérent. Et un autre point qu'on voulait aborder pour terminer, c'est un petit peu cette revue d'état des lieux, c'est ce qui concerne l'assurance du risque cyber finalement. Alors, petite anecdote, nous en tant qu'éditeurs, nous-mêmes, on a été approchés, on a été impliqués, je dirais, dans ce type de contrats et de nouveaux produits d'assurance qui existent. On a été sollicités assez régulièrement pour prendre part finalement à des offres tripartite, je dirais, donc entre des sociétés de conseil qui sont capables de venir étudier le bilan des entreprises en termes de risque cyber, de les conseiller en matière d'outillage, donc des éditeurs comme nous peuvent intervenir, et aussi accoupler à des compagnies d'assurance justement qui tiennent en compte ces aspects-là pour leur couverture de risque. Laurent, tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, justement, face aux multiplications des attaques aux entreprises et aux institutions publiques, c'est devenu un réel marché de croissance pour les compagnies d'assurance, notamment avec les ransomware qui font perdre énormément d'argent aux entreprises qui payent ou non la rançon. Parce que même s'ils ne payent pas la rançon, l'entreprise est impactée, elle est bloquée et il faut remettre en marche tout le système d'information. Donc c'est un coût énorme. Le marché de la cyberassurance est particulièrement développé aux États-Unis. Pour l'instant, en Europe et en France en particulier, c'est encore un marché de niche, mais qui, comme je disais, se développe de plus en plus. On a un problème au niveau des TPE qui sous-estiment l'impact encore des attaques potentielles et qui ont du mal aussi à identifier le contenu des offres proposées. Et au niveau des assureurs, on a aussi des difficultés à mesurer ce risque. Mais j'en parlerai un peu plus tard dans le webinaire en fait. Ok, super, merci beaucoup. Très bien, on va justement aborder un petit peu plus en détail ce qu'on pense ou ce que l'on voit, nous en tout cas, avec nos activités quotidiennes et avec nos clients et puis un petit peu les analystes aussi qui travaillent sur ces sujets-là chez nous. Quelles peuvent être les tendances? Alors, je vais vouloir jouer les Nostradamus, mais en tout cas, essayer de vous donner un petit peu notre vision des choses. Donc d'abord, en termes d'activisme et d'impact géopolitique, bon, encore une fois, sans surprise, il est évident que la situation géopolitique actuelle va continuer d'avoir un impact assez fort sur le panorama, la typologie des attaques. Ça, c'est évident. Le conflit existant probablement ne va malheureusement pas se résoudre à très court terme. Il n'y a pas beaucoup d'espoir, je dirais, à observer une nette amélioration en ce qui concerne cet aspect-là. Peut-être détacher le fait qu'on est peut-être en train de vivre un moment un petit peu historique de ce point de vue, encore une fois, sans le glorifier
bien évidemment. Mais en tout cas, des retours qu'on peut en avoir, c'est peut-être le conflit, le premier conflit où la partie digitale a une importance aussi forte. On a vu dernièrement, donc sur les derniers mois, particulièrement depuis la fin du premier quarter de l'année dernière, une augmentation très forte des attaques, comme je le disais en intro, de et vers la Russie, ciblant à la fois des organismes gouvernementaux, des infrastructures critiques. On en a beaucoup parlé en France avec les hôpitaux qu'a mentionné également Dalila, mais également des intérêts privés. D'ailleurs, Dalila, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur à quoi on peut s'attendre un petit peu pour les prochains mois? De manière générale, au niveau des tendances, on pense que la sophistication des attaques va s'accentuer avec justement l'appui de toutes les techniques que les cybercriminels maîtrisent, les moyens dont ils disposent aujourd'hui. On l'a vu, par exemple, sur la partie où on avait avant le HTTP, aujourd'hui, on peut dupliquer au niveau du HTTPS, la possibilité pour eux de défier ou de dévier, par exemple, l'authentification multifacteur. Donc, tout ça nous fait dire que les moyens, la sophistication des attaques, mais surtout l'appui sur les techniques d'ingénierie sociale qui sont bien évidemment la première porte d'entrée au niveau des attaques, vont s'accentuer et vont faire que justement les entreprises doivent s'appuyer sur de la vigilance, sur une protection plus accrue des systèmes et avoir donc toutes ces parades-là pour justement contrer à minima le risque qui se profile. Donc, c'est vraiment de manière générale, la tendance, c'est la sophistication des attaques sur lesquelles on pointe aujourd'hui avec justement la robotisation, les techniques d'ingénierie sociale et l'appui au niveau de ces tendances-là. Ok. Je pense qu'il y a aussi donc d'autres aspects qui sont intéressants à soulever. C'est quel est l'impact que va avoir la situation économique que l'on est en train de vivre. Alors, il y a l'aspect plus effectivement géopolitique qu'on évoquait jusqu'à présent et l'augmentation un peu structurelle, on va dire, de ces attaques-là. Une autre interrogation que l'on peut avoir un petit peu sur les prochains mois, c'est justement dans quelle mesure le ralentissement que l'on observe ici en Europe, voire carrément l'entrée en récession dans certaines régions du monde, va pouvoir avoir un impact aussi sur d'une certaine manière l'exaspération des attaques. Je sais que la cyberdélinquance, et la délinquance de manière générale, mais enfin, voilà, le risque cyber n'y est pas étranger, profite toujours finalement des situations de crise. Si on se place, alors plus tellement au niveau des entreprises, mais ne serait-ce qu'au niveau des citoyens, tout simplement. On sait que quand les gens sont dans des situations difficiles, quand il y a une pression, un rush, le caractère d'urgence en fait qu'on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Et donc on peut s'attendre aussi à ce que la dégradation de notre environnement sur le plan économique ait un impact finalement même au niveau individuel. Pour revenir plutôt au niveau de nos organisations, je pense que se posera aussi la question de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les budgets. Et on lit beaucoup dans la presse que Laurent, tu en parlais au niveau de l'assurance, par exemple, c'est vrai un petit peu dans tous les domaines. Il y a de toute façon un certain retard déjà structurel sur l'investissement en matière de sécurité, plus donc un environnement qui a priori continue à être à chaque fois plus difficile. Dans quelle mesure finalement ces difficultés économiques vont avoir un impact sur les investissements qui vont être réalisés. Aujourd'hui, les enquêtes pointent plutôt une augmentation assez nette d'ailleurs des budgets de manière générale dans le domaine de la sécurité, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau de l'État et des collectivités. On en a entendu parler encore dernièrement, très très récemment au niveau du gouvernement. On sait que le budget également militaire est lié à la partie cyber est également en très forte augmentation. Je dirais, ce sont de très belles intentions. Tout le monde semble conscient de l'augmentation de ces risques-là et semble avoir la volonté de
de travailler là-dessus. Il faudra voir si ça résiste aussi un petit peu à cet impact, à l'impact que peut avoir la baisse de l'activité économique que l'on semble ressentir. Pour détailler revenir un petit peu sur… Juste pour revenir justement pour les réponses, si tu peux revenir sur le slide. Oui. Et au final, on va le voir en termes de tendance, c'est justement une meilleure collaboration, hein, comme on le dit, entre le secteur public et privé. On va le voir également dans le renforcement législatif au niveau du cadre réglementaire, que ce soit au niveau de la protection des données, que ce soit au niveau des lois, hein, dans Naoufal ou Laurent, en termes de cyberassurance, vont parler. Mais c'est vraiment, ça va amener au final un cadre de réponse qui va appuyer aussi toute la protection et tous les outils qu'on va mettre en place justement pour cette lutte contre la cybercriminalité au final. Et il y a aussi l'augmentation des moyens pour les agences gouvernementales. Je pense par exemple en France à l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le CERTFR, c'est aussi un centre gouvernemental de veille et d'alerte. Il y a le site internet cybermalveillance.gouv.fr, l'ENISA pour l'Union européenne. Il y a des moyens de plus en plus accrus qui sont mis sur ces organisations justement parce qu'on a bien conscience qu'il faut renforcer la cybersécurité à tous les échelons, que ce soit au niveau des entreprises et au niveau des États. Donc ça passe par le renforcement, par des recrutements. D'ailleurs, on a du mal à recruter pour ces agences et aussi par un renforcement législatif comme on en a parlé Naoufal. Voilà. Ok. Oui, je pense qu'effectivement, à minima, le nombre de ressources et la quantité d'informations disponibles est toujours plus importante et c'est une très bonne chose. Si on se focalise un petit peu plus, Laurent, sur la partie quelles sont les attaques ciblées, en termes de ransomware notamment, quelles sont un petit peu les prévisions ou les choses à laquelles on peut s'attendre pour les prochains mois? Alors, ce qu'on a constaté pour les ransomware, comme c'est quelque chose qui rapporte tellement d'argent, qu'il existe de plus en plus de nouvelles variantes par rapport à ce qu'on a pu connaître. Par exemple, on a ce qu'on appelle la double extorsion, où un groupe derrière le ransomware verrouille des fichiers et menace soit on paye ou les fichiers restent chiffrés, ou deux, on paye et on partage les fichiers avec le monde entier. Voilà. Donc, c'est des techniques qui permettent de ne pas faire de bruit, puisqu'on n'a pas besoin de montrer au monde que les données ont été rendues inaccessibles. On fait peur et ça marche. On n'a pas besoin de crypter tous les fichiers. On peut aussi, par exemple, encrypter une partie et envoyer ces fichiers aux dirigeants de l'entreprise pour les menacer. L'avantage, c'est que le grand public n'est pas conscient de ces attaques et la réputation de l'entreprise, elle demeure en fait, parce que c'est des attaques qui sont cachées en fait du grand public. Donc ça, c'est au niveau. Oui. Non, vas-y, pardon, excuse-moi. Et aussi, tout ce qui est hameçonnage, phishing, vishing, smashing, walling pour les attaques au président, ça va perdurer en 2023. C'est des variantes qui sont en constante augmentation. Par exemple, l'année dernière, qui n'a pas été sollicité par des appels téléphoniques pour le compte individuel de formation, qui était assez pénible pour tout le monde. Et d'ailleurs, les autorités ont vraiment tardé en interdisant ce type d'appel, mais ça a été une constante en 2022. Tout ce qui est attaque SMS, de faux SMS qui provient de Colissimo ou DHL pour des colis bloqués, ça aussi, ça va perdurer. Et voilà quoi. Et parce qu'on constate globalement, c'est finalement une sophistication, je pense, du type d'attaque. Hein.
tous les retours qu'on a de nos clients, et puis même, enfin, comme tu le dis, à titre personnel, on est tous évidemment visés de manière individuelle également, et on peut le constater. La technique finalement évolue avec le temps. Hein. Encore une fois, c'est pas les techniques de phishing, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, depuis la nuit des temps, je dirais, c'est comme type d'arnaque, mais technologiquement, ça devient très avancé. Et ça devient de plus en plus sophistiqué parce qu'on parle par exemple de DNS hijacking ou de domain shadowing. Donc avant, on créait des faux sites avec et on voyait avec l'adresse URL par exemple que c'était un site qui n'était pas authentique. Mais maintenant, avec cette technique de DNS hijacking, on peut carrément avoir l'URL correcte et être redirigé vers un faux site pirate. Ça, c'est des techniques qui sont de plus en plus sophistiquées, qui sont très difficiles à déceler pour un particulier, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, dans la sophistication des attaques et le type de technologie sur lesquelles, a priori, on se sentait au contraire plutôt en sécurité, avec Dalila, je crois qu'on voulait évoquer les multifacteurs d'authentification qui ont été des outils qui ont été développés justement pour répondre un petit peu à ces besoins-là et à rajouter des couches de sécurité, mais qui de nouveau se trouvent finalement prises aussi dans cet engrenage-là de sophistication des attaques, et maintenant clairement où vont être de plus en plus la cible de ces activités. Effectivement, puisque on le voit, hein, comme on le rappelle, c'est-à-dire la capacité des cybercriminels à s'adapter, à contourner et à trouver justement les moyens de détourner des authentifications multifacteurs par plusieurs biais. Donc l'authentification multifacteur est essentielle, bien évidemment, de manière générale, mais les cybercriminels se sont adaptés et ont réussi par des biais à la contourner, typiquement en utilisant par exemple l'ingénierie sociale, bien évidemment, en utilisant le vol de tokens, en utilisant par exemple une technique qui est celle du SIM swapping, qui consiste justement à faire croire à l'opérateur qu'il envoie le code à l'utilisateur, et puis donc le hacker justement à la carte SIM, qui a la carte SIM, va se faire renvoyer ce code-là. Et donc, on le voit, au final, ils ont des ressources, ils ont de l'intelligence au final pour pouvoir contourner les systèmes et biaiser au final l'utilisateur, mais également les systèmes de sécurité. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le mot, c'est la sophistication des attaques et leur multiplication également. Effectivement. Et peut-être pour conclure sur cette partie, Naufal, je pense qu'on voulait aussi pointer donc, la sophistication d'une part, et aussi la diversification et un petit peu les changements d'axe en termes de cible. On en a parlé un tout petit peu en introduction. Historiquement, Exactement. on avait beaucoup visé le secteur financier. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est plus nécessairement la première cible. Puis en termes de technologie aussi, on est passé des attaques assez standards sur les infrastructures. On voit aussi une très forte diversification à ce niveau-là. Exactement, exactement. On parle plus uniquement du secteur financier seulement, parce que là, on parle d'une ère de convergence de l'OT vers l'IT. Donc, on trouve chez toutes les gros industriels, on trouve des machines, des équipementiers qui sont tout le temps connectés. Donc, automatiquement, ils deviennent de plus en plus cibles de cyberattaques. Et ce type de cyberattaque, on parle plus d'attaques standards qu'on connaît, qui sont déclenchées par des hackers peut-être amateurs, mais on parle plus de cyberattaques entre pays ou entre États. C'est des attaques qui sont sponsorisées. On a vu pas mal qui ont été médiatisées, telles que Stuxnet et d'autres. L'attaque de la centrale nucléaire centrale électrique en Ukraine en 2017 et d'autres. Donc, on sait très bien avec ce type de cyberattaque qu'on peut carrément stopper des réseaux ferroviaires, aériens ou autres. Du coup, on peut carrément perturber la situation de tout un État. Du coup, le secteur financier n'est plus vraiment la principale cible. Donc, on parle plus de cyberattaques IoT et OT.
Laurent, tu Voilà. avais quelques statistiques, je crois, à partager sur ces sujets-là? Oui, je voulais simplement parler des tendances des sociétés pour contrer tous ces problèmes. En fait, elles restent assez classiques. On voit par exemple que pour la cybersécurité, les sociétés mettent en place des VPN à 90%, des filtrages d'URL à 81% et des email gateway à 80%. Le MFA arrive à 78% et fait une belle progression, ainsi que l'EDR qui est à 68% en progression de 7% par rapport à l'année dernière. Et ce qui arrive de nouveau, qui n'existait pas forcément auparavant, c'est les concepts de Zero Trust, ou pour se connecter au réseau d'entreprise ou accéder à n'importe quoi dans l'entreprise, il y a nécessité de s'authentifier. Et ce qu'on appelle aussi le SASI, qui est une architecture cloud, où tout est fourni par le cloud à l'entreprise. Mais la principale difficulté rencontrée actuellement, c'est surtout au niveau des recrutements de spécialistes. Il y a une réelle pénurie à ce niveau-là, au niveau des entreprises et au niveau gouvernemental pour les agences gouvernementales de cybersécurité. Voilà. Et malheureusement, ça c'est un sujet, je pense que toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui doivent le souffrir d'une manière ou d'une autre. On ne fait pas exception à la règle. Malheureusement, j'ai pas de recette magique à donner à ce niveau-là. Avant de poursuivre, on est à peu près à l'équateur un petit peu plus même de notre session du jour. Je voudrais profiter de ça pour vous poser une question justement autour de vos préoccupations. Donc, je vais lancer un petit sondage. Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Ça nous donnera toujours une petite idée. Je pense que, ouais, je peux me confirmer que oui, je vois que ça commence à voter. Parfait. Donc, on va passer bientôt donc plutôt sur qu'est-ce qu'on peut, comment on peut réagir finalement, hein, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et quels seraient les axes à travailler pour les prochains mois. Je vais laisser juste quelques secondes encore pour voir s'il y a encore quelques personnes qui souhaitent participer à notre enquête. Je vois que les chiffres continuent d'avancer un petit peu. N'hésitez pas. Ça continue à monter un petit peu. Bon, on va encore laisser quelques secondes et puis on va passer à la suite. Allez, 5 secondes et on va clore cette partie-là. Merci déjà, statistiquement, merci à vous. Vous êtes très très participatifs. On a plus de 75% des personnes qui sont connectées aujourd'hui avec nous qui ont répondu. Avec deux sujets qui sont clairement en numéro 1, c'est les attaques de phishing et de vishing et les évolutions sur la rançongiciel, donc des sujets relativement connexes. Et les attaques IoT qu'on vient d'évoquer qui sont aussi relativement significatifs dans le résultat de l'enquête, mais enfin avec donc les sujets de phishing et de ransomware qui représentent quand même plus de 50% à chaque fois de notre auditoire. Donc, surprise, ça fait partie des sujets de préoccupation. Bien, je le disais à l'instant, au-delà des mauvaises nouvelles ou en tout cas d'un panorama qui n'est pas forcément très joyeux à venir, il y a quand même des choses qui sont dans nos mains et sur lesquelles on doit commencer à s'atteler les uns et les autres, chacun à notre niveau, mais pour faire face finalement à ces nouvelles méthodologies, à cette sophistication dont on a parlé, l'extension aussi en termes tout simplement de quantité d'attaques. On en a déjà un peu parlé, mais Naufal, concernant les allocations budgétaires, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu peux, comme je le disais, on a encore une fois, enfin cette semaine hein, même, il y a eu des articles dans la presse qui mentionnaient le fait que, bon, au moins en France, on a un certain retard d'investissement dans la matière. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Oui, effectivement, Julien. Donc, je rejoins en fait l'année 2023 ne fera pas vraiment l'exception des années précédentes. Donc, si on parle uniquement juste comme exemple côté budget alloué pour tout ce qui est protection contre les cyberattaques, donc c'est des budgets qui vont vraiment doubler et tripler. Car la situation actuelle impose en fait. Donc on a vu des cyberattaques, comme on vient de le dire sur la partie IoT, on a vu des cyberattaques contre des hôpitaux, contre des PME, voire même des États. Donc il y a une hausse accrue des ransomware et des risques de cyberguerre. Du coup, toutes les prédictions de cette année parlent d'une augmentation énorme de cyberattaques ciblées, surtout en vue de la situation actuelle géopolitique mondiale qui connaît une certaine perturbation des guerres partout, que ce soit en Europe ou partout dans le monde. Ceci va se traduire en cyberattaques sponsorisées par des États. Du coup, par exemple, dans le secteur privé, on parle de la sécurité physique des utilisateurs face à de telles attaques. Donc, il faut vraiment un investissement qui s'impose dans ce cas-là. On a aussi des cyberattaques exploitant tout ce qui est objets connectés. Donc, on a tous des objets connectés chez nous. Aussi la partie donc tout ce qui est système industriel OT, donc ça sera aussi un sujet de préoccupation majeure durant cette année. Ceci va aussi pousser le besoin de doter de nouvelles lois, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, et de renforcer l'arsenal juridique, aussi de renforcer d'autres lois qui sont existantes et d'accélérer en fait le process de mise en place de nouvelles lois ou des lois qui sont déjà publiées pour mieux les appliquer dans la réalité. On va Du faire un coup, en fait, focus justement juste après sur la ouais, partie réglementaire. Je voulais juste effectivement. terminer un petit peu sur les recommandations ou un petit peu les visions de chacun. Laurent, toi, en termes de conseils ou de recommandations, qu'est-ce que tu noterais? Moi, à Digital Guardian, ce que je vois, c'est que les entreprises ont vraiment conscience qu'il faut protéger leur propriété intellectuelle. Parce que, mine de tout, les risques sont surtout internes. On a bien sûr toutes ces attaques externes, mais le risque interne est prépondérant. Et on voit que les entreprises investissent pas mal dans le DLP, donc Digital Guardian, dans tout ce qui est classification avec Titus Bolton James et DRM avec Vera, pour protéger tout ce qui fait l'ADN d'une entreprise en fait. Et on voit que les investissements là-dessus augmentent d'année en année. Oui, là, je pense que clairement, depuis la période Covid, en fait, hein, et là, c'est certainement Oui. lié aussi aux problématiques de travail à distance qu'on évoquait en toute introduction. Mais c'est vrai on constate un regain en fait d'intérêt pour tout ce qui est solution de protection de la donnée. Effectivement, comme tu le dis, la partie de propriété intellectuelle, tout ce qui est les patentes Ouais. et Oui, depuis la valeur le Covid. des sociétés, particulièrement industrielles, dans le monde industriel, c'est tout à fait flagrant. Et c'est vrai que ce que tu dis, on a beaucoup parlé pour l'instant des risques qui nous viennent de l'extérieur, des attaques volontaires. Après, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, quand une société se voit filtrer des données, c'est beaucoup plus souvent finalement par accident ou par des mauvaises habitudes que peuvent avoir les utilisateurs, plus encore que par des attaques ciblées qui existent, hein, bien entendu, mais si on regarde la totalité finalement des cas, le facteur humain et les erreurs de manipulation. Et d'où la nécessité de formation interne des collaborateurs, quoi. C'est vraiment primordial, en fait. Là, je pense que ce sera même de rebondir là-dessus, c'est un sujet que tu connais bien. Oui, alors il y a deux volets en fait. Il y a le premier volet qui est le volet de la formation continue dans le sens pur, à savoir que on se rend compte aujourd'hui que on n'a pas assez d'experts cybersécurité, que les filières au final sont très récentes, d'où le plan justement du gouvernement d'accroître et de miser sur l'augmentation de ces ressources avec un plan qui va aux environs de 75, avec une ambition, on va dire, jusqu'à 75 000 ressources d'ici à 2025. Et donc, le plan est déjà engagé.
On le voit avec la création donc, de filières, de masters cybersécurité, que ce soit au niveau du public et au niveau du privé. Et l'autre pan aussi, c'est vraiment la sensibilisation des utilisateurs du système d'information. Donc, on a lancé il y a à peu près un an une enquête mandatée par Terra Nova Sécurité Fortra avec l'Ipsos, qui a interrogé l'utilisateur du système d'information pour la première fois, qui lui a vraiment donné la parole. Et on s'est rendu compte, notamment en France, que plus de 69% des utilisateurs n'avaient pas reçu de formation en sensibilisation, notamment dans les petites et les moyennes entreprises. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec les statistiques, elles représentent plus de 99% de notre tissu économique et elles sont ciblées par ces attaques-là. Ce n'est pas que la grande entreprise, d'où vraiment la nécessité de faire ce renforcement global sur la formation continue, mais également l'information des utilisateurs du système d'information, mais pas que, puisque ça passe aussi par le citoyen qui, au même titre, subit des attaques, des cyberattaques. On le voit par le smishing, le phishing, etc. Et donc, c'est vraiment une conscientisation générale qui tend avec la formation, la sensibilisation, mais également l'information. Merci. Je vais repasser la parole à Naoufal, parce que justement, tu commençais à développer tout à l'heure les évolutions que l'on observe déjà et que l'on attend encore dans le cadre réglementaire. Encore une fois, c'est clairement aussi quelque chose qui va continuer à se développer. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, donc on a parlé en fait du cadre juridique. Donc en fait c'est comme je viens de mentionner, en fait c'est une conséquence vu que le nombre de cyberattaques qui a multiplié contre les différents organismes, que ce soit de l'État ou bien du privé, et qui ont carrément causé en fait beaucoup de problèmes au niveau de leurs services publics pendant des jours, voire des semaines. D'où la mise en place de nouvelles lois relatives à la cybersécurité qui visent notamment à mettre en place un cadre juridique préconisant un ensemble de règles et de mesures de sécurité. L'objectif, en fait, c'est d'assurer et renforcer la sécurité et la résilience des systèmes d'information au niveau de ces administrations, au niveau des PME. J'ai mentionné la loi, par exemple, la loi DORA, dont l'objectif, en fait, est de renforcer la résilience opérationnelle digitale des entités du secteur financier au sein de l'Union européenne, tout en améliorant les règles existantes et en introduisant de nouvelles exigences là où il existe des lacunes. Et l'idée, en fait, c'est de renforcer également le règlement unique sur sa dimension digitale. Et on peut décortiquer, en fait, l'objectif global en trois sous-objectifs. En fait, le premier, c'est de réduire le risque de perturbation financière et d'instabilité, vu la sensibilité en fait de la donnée au sein du secteur financier. Le deuxième, c'est de réduire la charge administrative et accroître l'efficacité de la surveillance. Et le troisième sous-objectif, c'est de renforcer la protection des consommateurs et des investisseurs. Donc là, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a la Cyber Resilience Act que je viens de mentionner, qui a été présenté par la Commission européenne le 15 septembre 2022. L'objectif, au fait, c'est d'établir des règles communes pour tout ce qui est IoT et tout ce qui est software sur la sécurité et la protection des données. Il y a aussi le Network and Information Security, NIS. C'est une nouvelle directive qui a été adoptée par le Parlement européen aussi en novembre 2022. Donc on voit aussi il y a beaucoup de directives, de nouvelles lois qui sont en train d'être mises en place. La question qui se pose en fait, en quoi ces lois peuvent nous aider en fait. Je vais citer en fait c'est l'analyse en fait de tout ce qui est open source, l'évaluation et l'analyse des nouvelles vulnérabilités et des vulnérabilités existantes. Il y a aussi l'évaluation de la sécurité du réseau
Il y a tout ce qui est système et applications IT critiques qui sont utilisés, qui doivent être bien évidemment testés avant d'être publiés, testés d'une façon fréquentielle chaque année ou chaque trimestre. Donc, tous ces lois-là vont aider tout organisme, que ce soit d'État ou de privé, à concevoir une certaine politique en interne, une politique de sécurité, à renforcer, à protéger en fait les 4 piliers de l'entreprise, que ce soit de l'utilisateur, que ce soit la donnée, que ce soit l'applicatif et même la partie réseau. Merci Naufal. L'horloge tourne un petit peu, on approche déjà un peu de la fin de notre webinaire, il nous reste une grosse dizaine de minutes, on va dire. Je voudrais quand même prendre le temps de passer quelques minutes sur le sujet de la cyberassurance et le cyber-risque de manière générale. Laurent, je crois que tu avais quelques éléments à partager aussi sur ce sujet-là. Oui, comme je le disais, comme je l'avais dit au tout début, en France, le marché du cyber est encore peu développé. Il a été estimé en 2021 à 219 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 3,1% du total des cotisations de l'assurance des dommages et à 0,35% du chiffre d'affaires des assurances de biens et responsabilités, ce qui est vraiment très peu pour l'instant. Et aussi, il y a aussi le fait que les TPE sous-estiment encore l'impact potentiel des attaques, mais on pense que justement avec au fur et à mesure, les entreprises vont prendre conscience de l'importance d'être assurées. D'ailleurs, on en est déjà à 7 entreprises sur 10 qui possèdent une cyberassurance. Le plus gros problème des cyberassurances, c'est au niveau de la couverture en fait. Par exemple, il y a des grosses compagnies comme AXA et Generali qui ont décidé de ne plus couvrir le paiement des rançons pour les PME et pour les grosses entreprises, parce que rembourser le paiement de rançon quelque part, ça favorise justement le ransomware et ça encourage, ça l'encourage de plus en plus. Donc des entreprises, voilà. Donc des assureurs comme AXA ont décidé de ne plus payer. D'autres parle de plafonner carrément les remboursements pour éviter les abus. Mais on se retrouve avec des problématiques d'assurance assez classiques en fait. C'est pour un assureur, c'est très difficile d'évaluer les risques en fait. Est-ce que par exemple une entreprise qui a été attaquée plusieurs fois, est-ce qu'on continue à l'assurer par exemple? Même chose que quand tu as des accidents de voiture, tu es considéré comme un mauvais chauffeur, ça aura un impact sur ta prime d'assurance l'année suivante. Oui, voilà. Est-ce que un assureur va assurer n'importe quel type d'entreprise? Est-ce qu'ils vont pas imposer à l'entreprise d'avoir un service de cybersécurité, sinon ils assurent pas? On voit par exemple que sur le site cybermalveillance.gouv.fr qui propose des labels de cybersécurité ou experts cyber. Donc, est-ce que les entreprises, enfin les compagnies d'assurance ne vont pas imposer aux entreprises d'avoir ce genre de label pour pouvoir les assurer? Donc on se retrouve avec des problématiques assez importantes à ce niveau-là. Et on ne sait pas trop comment ça va évoluer en fait, parce que les risques, les financiers sont énormes. Donc comme je l'avais dit au tout début, si on paye la rançon, on perd de l'argent, donc on aimerait être remboursé. Mais si on ne paye pas, on peut être immobilisé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et ça a un impact financier sur l'entreprise. Donc comment on est remboursé aussi au niveau de l'assurance? Donc oui, donc voilà pour c'est devenu un secteur de croissance, mais avec beaucoup de problématiques en fait. Une certaine incertitude sur la direction que ça va prendre. Merci. On va commencer peut-être à faire un petit peu une synthèse de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On peut dire que voilà, on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un renversement de tendance sur
pratiquement aucun des domaines liés à la cybersécurité, en tout cas dans les prochains mois. Les risques vont continuer à croître et à se diversifier, à se complexifier. On ne peut pas attendre vraiment un inversement des tendances à ce niveau-là, pas d'inflexion significative en tout cas. Donc voilà, il va falloir continuer à travailler collectivement, individuellement, à la prise de conscience. Je pense qu'il y a toujours quand même si on voit que statistiquement, ce sont des sujets qui évoluent, on a des retours qui sont quand même assez disparates en fonction des populations, du type d'entreprise aussi, on en a parlé. Trouver les bons alliés pour lutter contre la cyberdélinquance, faire les bons choix stratégiques, trouver un certain équilibre entre toujours une préoccupation aussi entre le niveau adéquat de protection, mais aussi continuer à pouvoir développer sereinement les activités économiques des entreprises, que la sécurité ne soit pas un frein finalement au développement des activités. En mode de conclusion, je voudrais peut-être vous demander à chacun d'entre vous un petit mot justement pour terminer en forme de conclusion. Naufal, par exemple, au hasard. Ouais, merci Julien, merci. Donc moi je dirais donc juste pour conclure en fait, je dirais que la cybersécurité en fait c'est un sujet de tout le monde. Tout le monde est concerné. Certes, c'est important de mettre en place des lois, des réglementations, des directives. Mais cela ne suffit pas, cela ne va pas stopper des cyberattaques. Il faut vraiment investir dans des solutions de forte valeur ajoutée qui vont nous aider en fait à mieux contrarier des cyberattaques, à mieux prévoir des cyberattaques et à mieux l'idéal c'est d'avoir un bon arsenal pour faire face à ce type d'attaque. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention durant cette session. Merci Naufal. Dalila, un dernier mot? Oui, alors un dernier mot pour dire que au final, le facteur humain est celui qui engendre la vulnérabilité à plus de 85%. Et donc ça induit plusieurs éléments, à savoir donc la sensibilisation des utilisateurs. Qu'est-ce que c'est une attaque? Lire une attaque, la détecter, la comprendre. Typiquement, comment advient un phishing, comment repérer les signes, comment les détecter. Et ça permet au final de renforcer cet arsenal avec bien évidemment la sécurité au niveau des systèmes, les process, et tout ça va contribuer à renforcer justement la vigilance des utilisateurs au niveau des systèmes d'information, mais également la protection de manière générale. En tout cas, ça va aider à renforcer cette sécurité à laquelle on tend, et c'est vraiment le point positif, c'est-à-dire donc appuyer la sensibilisation, la formation des utilisateurs, mais également l'information des citoyens, très important dans notre contexte. Prévention, prévention, prévention. Voilà. Laurent, ce sera pour toi le mot de la fin. Nous, à Digital Guardian, avec nos outils, on participe justement à cette formation des utilisateurs quelque part, qui prennent vraiment conscience qu'on ne peut pas distribuer des documents sensibles de l'entreprise à l'extérieur, et ça permet de vraiment une prise de conscience par l'autocensure quelque part. Merci beaucoup. Merci Merci Laurent. Merci à tous les trois d'avoir participé, d'avoir été avec moi ce matin. Merci à toutes les personnes qui avaient pris le temps de partager cette session avec nous. Je vous laisse poser vos questions dans le chat. On a encore, je pense, on a officiellement 1 minute, mais on va peut-être pouvoir déborder de 2 ou 3 minutes s'il y a quelques questions qui sont posées. En attendant, je vais vous lancer le dernier sondage qu'on avait préparé. Si ça vous intéresse de creuser certains sujets avec nous, n'hésitez pas, vous pouvez répondre ici. Et puis surtout, je vous laisse poser vos questions dans le chat. Un lien pour le replay. Donc je pense que déjà les premières questions, en tout cas, qui sont les plus simples à répondre. Aurons-nous un lien pour le replay? Oui, je pense que toutes les personnes qui sont venues et toutes les personnes qui étaient inscrites et qui n'ont pas forcément pu voir la session en direct vont recevoir un lien pour pouvoir la revoir ou la rediffuser.
n'hésitez pas. J'ai une question un petit peu plus concrète sur le sujet des attaques, justement, encore une fois, pour revenir. Alors, attendez, je lis un petit peu. Alors voilà, nous sommes une organisation qui avons déjà été attaquée 2 fois lors des 2 dernières années. Avec donc du travail manifestement qui a été fait évidemment entre-temps pour améliorer la situation de la sécurité de l'entreprise, du patching, des protections périmétriques, etc. Mais les attaques sont toujours plus avancées. Que devons-nous faire? Dalila, tu peux prendre celle-là? Avec plaisir. Donc, que devons-nous faire? Moi, je suis militante de la sensibilisation des utilisateurs, leur formation et effectivement leur donner les outils pour détecter ces risques-là, comment les lire et comment les éviter, peut contribuer justement à diminuer le spectre d'attaque et à aider les organisations à avoir justement des personnes qui soient formées, informées de ces risques-là pour pouvoir les éviter. Merci. Il y a pas mal de questions un petit peu dans la même veine, alors pas forcément sur les mêmes sujets, mais on sent quand même qu'il y a une préoccupation globale sur l'approche finalement. Ici, on a une autre question sur, alors plus particulièrement sur la protection des données, tout ce qui est voilà, propriété intellectuelle, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure dans notre intervention, et le fait que la tâche semble quand même un peu immense et souvent par quel bout, enfin la question concrète c'est par quel bout prendre le problème. Laurent, tu as une première ébauche à apporter peut-être là-dessus? Nous, au niveau de la DLP, on commence par demander aux utilisateurs d'utiliser des outils de classification de données. On revient sur la notion de conscientisation en fait, c'est-à-dire de faire prendre conscience aux gens de l'importance des données qu'ils manipulent au quotidien, tout simplement. Donc par les utilisateurs au départ et ensuite par nos outils par la suite en fait. Et puis je vais en prendre une dernière, parce qu'on a déjà un petit peu débordé, je vois que ça continue à arriver, mais on va prendre une dernière question et puis de toute façon toutes les personnes qui ont lancé une question dans le chat, on n'aura pas le temps de répondre sur la session d'aujourd'hui, on vous répondra directement en privé. Et puis voilà, juste encore une fois peut-être pour laisser un dernier mot à Naoufal, je pense que celle-là sera plutôt pour toi. Comment vous pouvez nous aider à déterminer l'origine des incidents que l'on peut détecter dans nos entreprises, dans notre entreprise? Donc déjà en parlant d'incidents en fait, déjà en tant que en fait représentant de l'éditeur Tripwire par exemple, je dirais nous en tant que on a une approche qui dit que chaque incident commence par un changement. Donc si on prend le cas d'un patch malicieux, on prend le cas d'un ransomware, donc toute origine d'un incident c'est un changement. Donc l'idée en fait c'est d'être doté d'un outil qui va monitorer tout type de changement et vers la suite il va avoir la capacité de dire si ce changement-là il est malicieux ou non malicieux, de dire qui a fait ce changement, si ce changement il est autorisé en interne ou non autorisé. Donc l'idée en fait c'est de monitorer tout type de changement et vers la suite classifier en fait les différents types de changements. Pour cela on va avoir la capacité de prévoir qui a fait en fait de prévoir l'origine en fait de cet incident. Et merci. Merci beaucoup. Je pense que malheureusement, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vois qu'il y a encore d'autres questions sur notamment, est-ce qu'on pourrait partager plus d'informations sur les sources, sur les statistiques? Je pense que Dalila, notamment, tu as mentionné le fait que vous aviez lancé une enquête que je pense qu'on doit pouvoir remettre aux personnes qui ont participé à la session. Je sais qu'il y a aussi des sondages qui sont faits régulièrement par notre entreprise sur un petit peu le retour d'expérience des
des CISO. Alors dans le monde, ce ne sera pas spécifique au marché français ou européen, mais avec en tout cas un peu plus de statistiques au niveau global. Donc je pense que ça fait partie des choses qu'on doit pouvoir vous envoyer sans problème, ou en tout cas vous pointer dans la bonne direction pour que vous puissiez récupérer ces enquêtes-là. Merci encore une fois à tous d'être venus aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère à très bientôt pour de nouveaux webinaires avec vous. Merci Julien, merci tout le monde. Merci Julien, merci tout le monde. Merci. Au revoir. À bientôt.